Bonsoir, mesdames et messieurs, vous m'entendez? Oui, très bien, il me semble. Bonsoir, bienvenue dans ce cycle de conférences, l'aventure des transitions dédiées à la santé, avec la deuxième conférence ce soir assurée par Jean-François Trany et Anne Justin et qui va porter sur l'innovation au service du handicap, défis et opportunités. Il y aura encore 2 autres conférences qui seront organisées prochainement. Je vous invite à consulter le programme en ligne sur notre site internet du CNAM. Ce cycle de conférences est organisé dans le cadre de l'École de la santé qui a été lancée en septembre 2024 et qui donne à voir toute la richesse des formations que nous proposons au CNAM. Des formations, il y en a une centaine. Nous avons plus de 200 unités d'enseignement qui sont accessibles à la carte et elles s'inscrivent dans 5 principaux axes: santé au travail, santé publique, santé numérique, handicap et dépendance et sciences du vivant. Ce sont des formations qui donc mobilisent aussi bien des disciplines, des sciences et techniques que du droit de l'économie, de la gestion ou encore des sciences humaines et sociales. Elles sont plutôt pluridisciplinaires et également en lien très étroit avec une recherche extrêmement dynamique menée dans nos laboratoires, nos 22 laboratoires du Conservatoire national des arts et métiers de Bâle. Donc nous formons des professionnels de demain et nous essayons de les former en lien avec les défis des transitions écologiques, sociétales et numériques. Et donc je laisse la parole tout de suite à Arnaud Fontanet pour présenter nos orateurs de ce soir. Merci Laurence. On a beaucoup de chance ce soir, nous avons 2 invités de marque. Anne Justin, inspectrice générale des affaires sociales, spécialisée dans les politiques de santé, l'autonomie dans le domaine professionnel. Anne a été directrice générale de l'ACA, directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est également membre du très prestigieux conseil scientifique de l'École de la santé du CNAM. Jean-François Trany est démographe et économiste. Il est titulaire de la chaire Handicap, Participation sociale et citoyenneté. Jean-François fait beaucoup de travail, d'enquête dans les conditions de vie des ménages dans les pays à ressources limitées. Je n'ose pas dire depuis combien d'années, on va dire beaucoup. Et s'est intéressé aussi aux populations vulnérables, notamment celles souffrant de handicap. Vous allez ce soir nous parler d'innovation au service du handicap, défis et opportunités. De ce que j'ai compris du résumé que vous nous avez transmis, il y a évidemment des avancées technologiques qui permettent de compenser un certain nombre de déficiences, mais qui ne doivent pas masquer le fait que tant qu'on n'aura pas de la compensation, de l'inclusion, de l'accessibilité, et puis la participation citoyenne des personnes handicapées, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc je crois que vous allez nous raconter ça très bien et je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour nous ce soir. Merci à vous, bonsoir à tous. En effet, lorsque vous nous avez proposé, Laurence et Arnaud, d'intervenir dans le cadre de ce qui était à l'époque le cycle des inventions, nous avions pensé que ce serait intéressant avec Jean-François de se poser la question de comment les inventions, l'innovation technologique s'est mise au service du handicap, mais comment peut-être cela ne va pas toujours de soi et ça peut poser des questions plus complexes, on pourrait le penser à l'origine. En effet, lorsque on évoque la question de l'innovation technologique et du handicap, on bute immédiatement sur le fait que c'est en fait une relation ambivalente. Bien évidemment, l'innovation technologique constitue depuis toujours un levier majeur d'inclusion des personnes handicapées. Pour autant, une insuffisante prise en compte du principe d'accessibilité universelle au travers de l'innovation peut transformer l'innovation en obstacle. C'est pourquoi nous essaierons ensuite, dans un troisième temps, de voir comment on peut concilier au mieux innovation technologique et handicap au service de l'inclusion des personnes handicapées. Avant d'entrer plus avant dans l'analyse, il me semble important de rappeler la définition actuelle du handicap, parce qu'elle est effectivement très importante. On ne parle plus de réalité irréversible, on parle d'une situation relative. La définition actuelle du handicap insiste sur le fait que c'est une notion relative et non absolue, puisque le handicap est aujourd'hui défini comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société,
subi dans son environnement par une personne en raison d'une altération de ses fonctions physiques, sensorielles et psychiques. Ce qui veut dire que la situation de handicap peut, le cas échéant, être réduite si l'environnement est plus ouvert, plus accessible, et on pourrait même imaginer que pour certains handicaps, d'une certaine manière, ceux-ci disparaissent, la situation de handicap disparaît totalement si l'environnement était tout à fait accueillant et accessible. En France, l'objectif qui est poursuivi par les pouvoirs publics depuis la grande loi de 1975 et plus encore depuis la loi du 11 février 2005, loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, l'objectif poursuivi est celui de la pleine participation des personnes à la vie sociale, professionnelle, culturelle et politique, évidemment. Et les pouvoirs publics ont une visée d'inclusion. La logique inclusive est quelque chose qui est de plus en plus porté par les acteurs politiques et publics. Inclusion dans le milieu ordinaire, sans distinction de statut pour les personnes handicapées. Cette inclusion, elle passe aussi par une volonté d'autonomisation croissante des personnes pour leur donner la capacité de se débrouiller par elles-mêmes dans l'ensemble des sphères de la vie sociale et professionnelle. C'est à cet égard que l'innovation est évidemment un levier puissant d'autonomisation. Elle intervient de deux façons décisives. D'une part, en réduisant les limitations d'activité grâce à des aides techniques. D'autre part, en contribuant à une accessibilité accrue de l'environnement. Ce sont deux approches absolument complémentaires, indissociables, et c'est ce sur quoi nous insisterons tous les deux tout au long de notre intervention. Voilà. Je vais donc commencer par la première partie. Jean-François ensuite interviendra sur les questions d'accessibilité notamment. L'innovation technologique constitue donc depuis toujours un levier majeur d'inclusion des personnes handicapées. Elle fonde une large gamme d'aides techniques de plus en plus performantes pour répondre aux besoins des personnes dans leur vie quotidienne. On relève qu'il y a une accélération de cette innovation au cours des dernières décennies, mais une innovation de pointe, une innovation qui incorpore un apport technologique important, c'est évidemment une innovation coûteuse, ce qui signifie qu'on ne peut envisager un plein accès aux aides techniques sans se poser la question de la compensation financière, et c'est évidemment un élément tout à fait indispensable. Alors rapidement, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ces questions de handicap. On distingue traditionnellement, pour permettre l'inclusion des personnes handicapées, les aides techniques, sur lesquelles nous allons longuement revenir, les aides humaines, avec des auxiliaires de vie, des personnes qui soutiennent le quotidien des personnes handicapées, et puis aussi pour une partie de la population en situation de handicap, l'aide animalière, on pense évidemment aux chiens d'aveugle. L'aide technique, à la différence de l'aide humaine, elle permet aux personnes d'être de plus en plus autonomes et de ne pas dépendre du soutien d'un tiers, ce qui est évidemment très important pour les personnes handicapées. Ces aides techniques, elles sont de plus en plus performantes et elles sont le reflet des avancées technologiques au travers le temps. Ceci pour apporter une réponse à l'ensemble des difficultés, des incapacités des personnes en situation de handicap. Alors on pense évidemment le plus souvent à la mobilité, c'est l'aide technique à laquelle on pense le plus rapidement, le fauteuil roulant évidemment. Ces fauteuils roulants sont aujourd'hui de plus en plus sophistiqués. Il y a des fauteuils roulants électriques maintenant et non plus simplement des fauteuils roulants manuels, mais il y a aussi des fauteuils roulants verticalisateurs, ce qui est une avancée importante parce que ça permet à la personne de ne pas être dans une position assise, d'accéder à des fonctions, à des tâches différentes. Il y a aussi des fauteuils roulants dits intelligents, c'est-à-dire des fauteuils roulants qui savent repérer les obstacles, les éviter, prévenir la personne pour qu'elle ne chute pas, parce que malheureusement ça arrive encore souvent sur des équipements un peu moins sophistiqués. Donc là, c'est quelque chose, voilà, un équipement assez traditionnel, mais qui est de plus en plus performant, de plus en plus pointu. Alors, quand on va vers des innovations plus récentes, encore plus frappantes, on sait qu'aujourd'hui sont à l'étude des exosquelettes pilotés par des interfaces cerveau-machine. Donc, on est là vraiment à la pointe, je dirais, de la technologie, mais qui permettent de surpasser des déficits moteurs en ayant un équipement externe à son propre corps, animé par son propre esprit. Et donc, c'est évidemment des perspectives tout à fait intéressantes.
Les aides techniques, elles sont également décisives en matière de communication. On a aujourd'hui des synthétiseurs vocaux artificiels qui sont une aide décisive à la fois pour les personnes privées de la parole, puisqu'elles peuvent, à partir de leurs écrits, voir leur communication, leurs propos transmis de manière orale grâce à ces synthétiseurs vocaux. C'est une aide à la lecture pour les personnes qui sont malvoyantes, puisque le texte est lu à haute voix par l'appareil. Ça permet à la personne malvoyante de surmonter ses déficits. Et c'est aussi un outil de transcription immédiate de propos qui seraient sinon inaudibles par une personne malentendante. Et donc voilà, nos interventions immédiatement seraient retranscrites sur un ordinateur que la personne a sous les yeux, et c'est évidemment très, très important. Les aides techniques, ce sont évidemment des aides à la vie quotidienne. On pense au développement des applications mobiles dotées d'assistants vocaux pour le handicap visuel notamment. De plus en plus souvent, vous avez des applications qui permettent à une personne déficiente visuelle ou aveugle de se repérer dans la ville avec des bornes qui émettent un certain nombre d'informations qui leur permettent de savoir où elle se situe dans la ville, comment se diriger avec des panneaux d'orientation, des panneaux de signalisation qui ne leur sont sinon pas accessibles. Mais ça existe aussi à l'intérieur des établissements. De plus en plus d'hôtels, par exemple, se sont équipés de bornes qui émettent des signaux qui sont captés par ces applications et qui permettent à la personne de savoir que pour aller au restaurant, elle devra prendre à gauche et à droite et être guidée. Voilà, il y a vraiment toute une gamme. On n'allait pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais c'est vrai que voilà, une partie des équipements technologiques actuels qui sont ouverts au grand public, la domotique, les équipements ménagers autonomes sont évidemment tout à fait importants pour des personnes handicapées moteurs, par exemple. Je pense que c'est important de souligner que les potentialités des aides techniques ne bénéficient pas uniquement aux personnes qui ont des déficits physiques, moteurs ou sensoriels. C'est aussi un outil de plus en plus important dans le cadre du handicap psychique, de l'autisme par exemple, avec les outils de communication alternative et augmentée qui bien évidemment peuvent être des outils low-tech avec simplement des images, des pictogrammes qui sont utilisés, mais l'utilisation de tablettes numériques, l'utilisation d'outils informatiques permet que, en suivant des images avec le regard, la personne puisse communiquer en suivant des pictogrammes et communiquer de manière beaucoup plus fluide pour les personnes qui n'ont pas la capacité d'expression verbale. Donc c'est important, voilà, c'est vrai qu'on a des images un peu traditionnelles du handicap moteur et du handicap sensoriel. Le handicap psychique bénéficie aussi largement des aides techniques. Alors, ce qui est important de noter, parce que ce sera un élément un peu récurrent dans notre exposé, c'est cet aller-retour constant entre les technologies au service du handicap et les technologies du grand public. Et en fait, il y a un mouvement constant d'aller-retour. Les technologies qui ont d'abord été développées au profit des personnes handicapées ont progressivement servi au grand public. Il y a quelques exemples qui sont mis en lumière, notamment par un rapport de mars 2021 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui souligne que les technologies pour les personnes handicapées sont de plus en plus souvent incorporées à des produits grand public. On pense aux écouteurs dont certains d'entre vous sont peut-être dotés de courses à pied qui sont basés sur la conduction osseuse. Et on pense aussi aux mouvements de reconnaissance des mouvements oculaires qui sont utilisés dans le cas de paralysie cérébrale, qui servent aujourd'hui pour optimiser les jeux vidéo ou un certain nombre d'outils de la vie quotidienne. Alors, pardon, ça s'est passé ? Oui, voilà. Alors, cet observatoire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle note qu'on constate une accélération très forte de l'innovation au service du handicap. C'est évidemment une explosion qui est entretenue par l'ampleur du besoin. Depuis 1998, 130 000 brevets ont été déposés pour des aides techniques ou des dispositifs technologiques au service des personnes handicapées. C'est évidemment tiré par des situations de handicap qui sont extrêmement nombreuses. 1 milliard de personnes environ ont besoin
dans le monde de technologies d'assistance, mais on pense que ce chiffre va doubler dans la décennie à venir, en lien notamment évidemment avec le vieillissement de la population. Donc on est là sur des populations tout à fait importantes, ce qui explique que ce qu'on a appelé les innovations sociales numériques, qui permettent de traiter les problèmes d'exclusion sociale, économique, politique, et se soit largement développées, qu'elles aient suscité un courant entrepreneurial très actif, des soutiens à la fois publics et privés à travers l'ensemble du monde et de l'Europe. C'est évidemment donc un essor quantitatif, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces innovations sont de plus en plus sophistiquées, qu'elles combinent aujourd'hui les découvertes de la médecine, de l'intelligence artificielle et de l'informatique, évidemment. On peut citer un exemple qui est particulièrement spectaculaire, que j'ai déjà esquissé tout à l'heure, c'est celui des interfaces cerveau-machine. Ces nouvelles interfaces offrent des perspectives tout à fait prometteuses pour aider les personnes atteintes de troubles de la parole, suite à des AVC ou suite à une paralysie cérébrale, pour traduire directement l'activité cérébrale en texte ou en parole. Ça passe par... donc l'activité cérébrale produit des signaux qui sont détectés par ces interfaces cerveau-machine au travers de méthodes potentiellement non invasives, c'est l'électroencéphalogramme, ou des méthodes invasives avec des électrodes qui sont implantées dans le cerveau. Les signaux neuronaux sont ensuite traduits en résultats significatifs, des textes, des paroles ou des commandes, et ils alimentent différentes technologies d'assistance qu'on a déjà évoquées, le dispositif de synthèse vocale ou les applications de communication. Et ils permettent donc à des personnes qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer suite à une déficience liée à la parole, de communiquer avec un niveau de communication qui atteint quasiment maintenant parfois une communication aussi fluide qu'au réel. Et puis il y a des possibilités de personnalisation, puisque peu à peu, notamment grâce à l'intelligence artificielle, la façon dont la personne s'exprime, la façon dont elle résonne, sont prises en compte, et la translation est de plus en plus fidèle au mode de communication et d'expression de la personne. Alors, il y a évidemment des défis encore importants face à ces nouvelles technologies, la précision et la fiabilité, des enjeux éthiques, parce que des questions se posent sur la sécurité à long terme et des considérations éthiques, puisque la confidentialité des données cérébrales est en quelque sorte perdue, puisque tout est traduit, et donc il y a des vrais enjeux de maîtrise de ces risques-là par rapport à l'intimité, à la confidentialité de la personne. Et puis, évidemment, il y a des enjeux de coûts et d'accessibilité. Les coûts sont évidemment particulièrement élevés à l'heure actuelle, et ça limite une diffusion importante. Et par ailleurs, il y a les interventions chirurgicales qui sont nécessaires quand on parle d'implants. Et donc, les objectifs à l'heure actuelle sont de développer des technologies non invasives et par ailleurs de travailler sur des coûts qui diminueraient au fur et à mesure pour rendre ces interfaces cerveau, machine ou ordinateur de plus en plus accessibles au niveau mondial. On voit donc au travers de ce rapide panorama que les aides techniques peuvent radicalement changer la vie des personnes handicapées, leur offrir des possibilités d'insertion, de participation, d'inclusion beaucoup plus importantes à travers un soutien technologique direct, personnalisé. Mais les enjeux d'accès sont majeurs, ce qui appelle à la fois une politique de réduction des coûts de la part de ceux qui créent les innovations, mais aussi évidemment une action volontariste de la part des pouvoirs publics et des politiques de solidarité en particulier. C'est pourquoi le principe de compensation qui est inscrit dans la loi française est un soutien indispensable pour l'accès aux aides techniques. Alors, c'est important de rappeler ce qu'est ce principe de compensation. La grande loi fondatrice du 11 février 2005, dont nous allons fêter les 20 ans au moment où nous fêterons les 50 ans de la grande loi de 75, cette année, donc la loi pour l'égalité des droits et des chances, elle fixe à l'action publique un objectif majeur de lever des obstacles à la participation et à la citoyenneté au moyen de deux principes juridiques qui sont fondamentaux: le principe de compensation, sur lequel je vais revenir, et le principe d'accessibilité universelle que Jean-François développera. L'une des principales dispositions de la loi de 2005, c'est la distinction qui était auparavant floue entre un revenu d'existence pour les personnes handicapées, revenu issu du travail, lorsque ces personnes peuvent travailler, ou revenu issu de la solidarité nationale, lorsque ce n'est pas le cas avec l'allocation d'adultes handicapés notamment. Donc une distinction entre un revenu d'existence et la compensation du handicap, qui nécessite et qui justifie en soi des aides financières distinctes du revenu d'existence
qui est due à chacun. La loi introduit donc un droit à la compensation qui permet aux individus de recevoir une compensation pour les conséquences de leur handicap. Cette compensation, elle prend la force d'une allocation personnalisée, déterminée en fonction des besoins de l'individu et de son projet de vie, et non en fonction de montants fixes. Et c'est ça l'innovation particulièrement importante de la loi 2005, c'est à chacun en fonction de ses besoins et de ses projets. Et donc, selon que la personne sera plus ou moins entreprenante, aura plus ou moins envie de travailler ou pourra travailler ou envie d'avoir une vie sociale riche et diversifiée, on doit lui apporter une compensation plus importante. Donc cette approche individualisée, elle marque un changement significatif par rapport au système précédent. On passe d'une catégorisation des handicaps à un traitement personnalisé qui vise à répondre aux besoins spécifiques de dépassement des limitations propres d'activité et de participation. Ce droit à la compensation du handicap, il a pris la forme d'une prestation de compensation du handicap qui est donc fonction des besoins de chacun. Elle permet de financer 5 types d'aides particulièrement: l'aide humaine, l'aide technique que j'ai évoquée, l'aménagement du logement ou du véhicule ou des surcoûts liés au transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap et l'aide animalière. Plus récemment, au cours de début des années 2020, a été introduite une aide à la parentalité, parce qu'il était important que les personnes handicapées soient accompagnées dans leurs vœux de parentalité et puissent surmonter les obstacles propres qui étaient les leurs dans la mise en œuvre de ce projet parental. Ce principe de compensation qui est inscrit dans la loi française, c'est évidemment un soutien indispensable pour l'accès aux aides techniques. C'est un principe clé, mais c'est un principe qui peine à suivre les coûts d'une innovation qui est très créative, mais parfois excessivement onéreuse, comme je le soulignais tout à l'heure. Pour que la compensation puisse être mise en œuvre au service des aides techniques qui conduisent à acheter ou à louer des aides techniques, il faut d'abord noter que les personnes bénéficient d'un appui professionnel avec des centres d'information et de conseil sur les aides techniques, les CICAT, et puis plus récemment des équipes locales d'accompagnement pour leur aider à définir quelles sont les aides techniques qui répondront mieux à leurs besoins, parce que vous l'avez vu, l'offre elle est très large, elle est très différenciée, donc il faut aider les personnes à choisir l'aide technique qui leur correspondra le mieux. Donc ces équipes locales vont être déployées, généralisées en 2025 après une période d'expérimentation, mais il faut évidemment et surtout un accompagnement financier. La prise en charge des aides techniques, elle est d'abord assurée par une prestation d'assurance maladie, un remboursement d'assurance maladie comme pour l'ensemble de nos soins et prestations, et en complément par la prestation de compensation du handicap. Il faut savoir que le niveau de remboursement diffère selon que l'aide technique est ou non inscrite sur ce qu'on appelle la liste des produits et prestations remboursables. Si un équipement très sophistiqué n'est pas sur cette liste, vous n'aurez pas le droit au remboursement de l'assurance maladie. Et une prescription est par ailleurs nécessaire pour pouvoir bénéficier de remboursement de l'assurance maladie. La difficulté, c'est que la prise en charge par l'assurance maladie est notoirement faible, insuffisante au regard des techniques qui sont de plus en plus sophistiquées, qui répondent de mieux en mieux aux besoins des personnes, mais qui sont évidemment de plus en plus chères. Elles ne permettent même pas, je dirais, de financer une technique de performance moyenne. C'est pourquoi la prestation de compensation du handicap est tout à fait indispensable pour venir compléter le remboursement d'assurance maladie. Je vais vous donner l'exemple du fauteuil roulant à propulsion électrique et à verticalisation. À date, il est à prix libre pour le distributeur, donc les prix ne sont pas encadrés, ce qui veut dire qu'un fauteuil performant varie entre 6 000 et 30 000 euros. Vous imaginez que c'est évidemment une dépense très importante, surtout quand on sait que le tarif de remboursement par l'assurance maladie est de 5 187 euros, ce qui évidemment ne correspond même pas, je dirais, à la fourchette basse de ces équipements performants et garants d'une autonomie importante. Alors heureusement, la prestation de compensation du handicap apporte plusieurs milliers d'euros supplémentaires, mais le reste à charge reste très significatif, ce qui signifie que les personnes aient besoin souvent de faire appel à des soutiens caritatifs, des cagnottes en ligne ou des associations, des interfaces en ligne, ce qui
selon certains auteurs, et la perpétuation d'une forme de dépendance à la charité qui est évidemment critiquable et contestable. Des plateformes numériques comme Humed reposent sur des dons caritatifs pour permettre à une personne de compléter l'apport public pour accéder à un équipement technologique satisfaisant pour répondre à ses besoins. Mais on voit bien qu'évidemment, cela entretient la perception des personnes handicapées comme objet de compassion, de soutien caritatif, plutôt que comme des citoyens égaux en droit, ce qui est évidemment problématique. Alors, la précédente secrétaire d'État pour les personnes handicapées, Madame Katoubi, avait annoncé en 2024 la prise en charge à 100% des fauteuils électriques performants. Ça doit être inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel est, pour des raisons que vous connaissez tous, suspendu à l'heure actuelle puisqu'il n'a pas pu être adopté avant la constitution du nouveau gouvernement. Mais c'est une promesse extrêmement importante et évidemment, c'était d'ailleurs un engagement du président de la République et donc c'est quelque chose qui est revendiqué très fortement par les associations de personnes handicapées et c'est un élément décisif, je dirais, d'inclusion, d'autonomisation. J'ai évoqué la question des coûts. C'est évidemment une question importante. Mais on doit se poser aussi des questions plus éthiques, philosophiques, sur ces questions d'innovation et de handicap. En effet, la question se pose de savoir si toutes les adaptations et tous les efforts doivent reposer sur les personnes handicapées, qui seraient munies d'aides techniques qui leur permettraient d'être de plus en plus performantes. Il est clair que les aides techniques ne peuvent venir... Pardon, je n'ai pas passé là... Ah, excusez-moi, je croyais l'avoir fait. Il est clair que les aides techniques ne peuvent venir à bout de toutes les situations de handicap si l'environnement ne s'adapte pas. On partageait la semaine dernière avec Jean-François un article qui est paru dans Le Monde sur le fait qu'une grande partie des logements aujourd'hui ne sont pas accessibles à des personnes en fauteuil roulant. Et il y avait l'exemple assez cru d'une personne qui doit se traîner par terre pour accéder à sa douche parce qu'elle ne peut pas aller jusqu'à la salle de bain avec son fauteuil roulant. Et on voit donc que l'aide technique ne peut pas tout résoudre et qu'il faut mettre en œuvre un effort parallèle accru de mise en accessibilité de l'environnement grâce, le cas échéant, à d'autres innovations technologiques. Et donc c'est très important d'avoir une vision globale et de mettre en œuvre le deuxième principe clé de la loi de 2005, le principe d'accessibilité universelle. Je vais donner quelques exemples avant que Jean-François n'enchaîne sur les raisons qui font que l'environnement doit s'adapter en mobilisant des technologies, là aussi, qui sont parfois d'ailleurs très classiques. J'évoquerai notamment le débat qui a été assez vif autour de la loi Elan sur le logement en 2018. Des débats qui ont été très, très, très durs et je travaillais à l'époque avec la secrétaire d'État, Madame Sophie Cluzel, qui s'est beaucoup battue, par exemple, pour qu'il soit exigé que tous les immeubles nouveaux de plus de 2 étages aient un ascenseur. Donc un équipement technologique assez basique, pas très innovant ni performant. Ça a été un combat assez difficile puisque au départ, la loi prévoyait que ce soit au-delà de 3 ou de 4 étages. Donc ce qui veut dire que quand bien même une personne dans son propre logement pourrait, parce qu'elle a un ascenseur et qu'elle a choisi cet appartement en fonction de ses besoins propres, vivre correctement, mais comment va-t-elle rencontrer ses amis, comment va-t-elle rencontrer sa famille si l'ensemble des logements ne sont pas accessibles? Et ça a été un autre combat, cette fois perdu, de la loi Elan, puisqu'au départ, la loi de 2005 avait prévu qu'on vise à 100% de logements accessibles, à un horizon assez ambitieux. La nouvelle loi Elan est revenue très en arrière par rapport à cet objectif, puisqu'elle a prévu que seuls 20% des logements doivent être accessibles d'emblée, les 80 autres % de logements devant être évolutifs, c'est-à-dire pouvant être adaptés aux besoins d'une personne handicapée, ce qui n'a pas l'immédiateté, évidemment, d'un logement immédiatement accessible. Ça, c'est un premier exemple pour montrer comment cette interaction entre autonomisation de la personne par sa propre aide technique et accessibilité de l'environnement est important. Et je voulais donner un autre exemple qui est intéressant, parce qu'on pourrait dire les nouvelles technologies de télétravail, de téléconférence que nous utilisons tous aujourd'hui, elles sont évidemment très pratiques pour que des personnes handicapées n'aient pas à se déplacer, n'aient pas à se rendre à leur travail, etc. Je regardais une intervention canadienne qui soulignait à quel
point, potentiellement, c'est un facteur de ségrégation. C'est-à-dire, parce que la personne pourrait télétravailler facilement, elle serait peu à peu coupée de son univers professionnel, mise à part, discriminée, et on voit bien que ce n'est pas satisfaisant et qu'il faut donc apporter des réponses en termes d'accessibilité. L'accessibilité, quand on revient à la question de l'innovation et de l'invention qui était notre point de départ, elle est également importante dans le fait que les technologies grand public, donc les technologies non dédiées aux personnes handicapées, elles doivent aussi penser le principe d'accessibilité, et Jean-François va vous montrer que sur ce point, on a des progrès à faire. Alors, effectivement, le deuxième principe de la grande loi du 11 février 2005 sur les droits des personnes handicapées pose le principe d'accessibilité universelle et dans ce cadre-là se pose la confrontation de deux logiques. Une logique de modèle de droit qui est inspirée du modèle social du handicap pour lequel les mouvements de personnes handicapées ont lutté depuis les années 1970 pour faire reconnaître le handicap comme faisant partie de l'expérience humaine. Et si des limitations existent, si un handicap est effectivement créé, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas lié en fait à la déficience, mais c'est bien lié à l'incapacité de la société à s'adapter, à proposer un environnement qui soit accessible à cette diversité de l'expérience humaine. Et donc, ce modèle de droit qui donne le droit à tous de participer à la vie sociale, à la vie économique, dans l'ensemble des sphères de l'activité humaine, y compris l'éducation, la culture, Anne en a parlé, signifie qu'il faut prendre des mesures d'adaptation de l'environnement et également de lutte contre la discrimination, d'où les nombreuses lois antidiscriminatoires dans le droit français notamment et le droit européen. Et cette vision, cette logique s'oppose à un modèle plus traditionnel de protection sociale qui, lui, s'appuie sur une logique de séparation des personnes handicapées du reste de la population, mais aurait pour idée dans ce cadre-là de mettre en place des politiques spécifiques qui se concentrent en fait sur la création de voies parallèles et séparées, avec le présupposé que, selon lequel on répondra mieux aux besoins des personnes en situation de handicap dans le cadre de ces services séparés qui peuvent être conçus en fonction de besoins très spécifiques. Et donc les deux visions ont évidemment des implications en matière de technologie et d'innovation, puisqu'elles mettent en place une approche totalement différente. Alors, dans l'idée d'une politique française maintenant qui est fondée sur le principe d'accessibilité universelle, qui est inscrit dans la loi du 11 février 2005, il faut prévoir l'inclusion dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire à l'école, dans l'emploi, dans la vie sociale, dans la vie sportive, dans la vie culturelle, de tous. Et donc, cela a deux importantes conséquences en termes d'innovation. D'une part, l'idée que l'accessibilité de l'ensemble de l'environnement doit bénéficier à tous, que ce soit le logement, le transport, les institutions publiques, on a parlé du logement à l'instant, et l'objectif est de lever les barrières à cette inclusion. Et dans ce cadre-là, pardon ? Ah oui, pardon, merci. Oula. Et dans ce cadre-là, l'innovation technologique a un rôle aujourd'hui qu'elle est encore loin de jouer. Prenons par exemple l'accessibilité numérique. En dépit de technologies numériques qui peuvent favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, elles peuvent également poser des défis et créer de nouvelles barrières à cette inclusion.
Par exemple, pensons aux nombreux sites Internet ou des plateformes numériques pour lesquelles les personnes ayant un handicap ne peuvent pas accéder à l'information, des sites inaccessibles qui deviennent hermétiques, qui entraînent une perte d'information pour ces personnes, l'impossibilité de participer à des activités, en particulier à la connaissance. Pensez par exemple à toutes les images non décryptées sur les sites qui, lorsque des synthétiseurs vocaux artificiels interviennent, indiquent simplement à la personne image, 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 puisqu'ils sont incapables de traduire le message. Et donc, l'accessibilité web est plus qu'une simple bonne pratique de conception, elle incarne une véritable philosophie qui reconnaît l'Internet comme un espace essentiel pour l'égalité des chances, l'inclusion et la participation sociale dans cet esprit d'une accessibilité universelle et du modèle social du handicap. Alors, pour favoriser ce changement de paradigme philosophique, il existe les normes d'accessibilité web, notamment les directives pour l'accessibilité au contenu web, mais aussi, dans le cadre des États-Unis, la mise en conformité à l'American Disability Act de 1990, qui fournissent justement un cadre pour créer ces expériences numériques accessibles. Il s'agit donc d'éliminer tous les obstacles qui empêchent les interactions web, les interactions sur les mobiles, les empêchent d'être intuitives, utilisables par tous, indépendamment de capacités physiques, cognitives des utilisateurs. Il existe aussi des plateformes comme Handivalise, par exemple, qui visent à faciliter les déplacements des personnes ayant un handicap, mais le problème, c'est qu'elles supposent que ces personnes ont une littératie numérique et donc la capacité de commander en ligne l'utilisation de la plateforme, ce qui, une fois de plus, peut constituer une barrière. Et donc, pour que les technologies numériques qui constituent un immense potentiel d'inclusion, de promotion de l'inclusion fonctionnent, il est crucial de prendre en compte leurs limites et leur capacité à créer de nouvelles barrières. Et donc, d'un point de vue de politique publique, il est essentiel de s'attaquer à cette fracture numérique, de promouvoir véritablement une accessibilité universelle. Et cela suppose, comme je l'ai déjà dit, un changement de paradigme, une stratégie globale de changement systémique dans laquelle les personnes elles-mêmes, les personnes handicapées elles-mêmes sont incluses pour donner leur avis, pour participer à l'élaboration de ces techniques et faire un retour sur leur utilisation. Il est clair que dans différents domaines de la vie, l'accessibilité va jouer un rôle crucial, mais que des obstacles se perpétuent et qui sont liés justement à cette absence de changement de paradigme philosophique et l'absence de prise en compte des besoins particuliers des personnes. Si l'on pense au transport accessible, pendant longtemps, toujours aujourd'hui, dans de nombreux cas, les transports restent inaccessibles. Je me souviens notamment dans un rapport IGAS de 2019 sur l'emploi des personnes handicapées, un récit de vie où une personne qui vivait en province et qui était à mobilité réduite devait se rendre à Paris de temps en temps pour des réunions, avait une difficulté énorme à pouvoir réserver une place dans un train TGV. Dans bien des cas, la réservation en ligne était difficile. Une fois arrivé sur place, il y avait
pas de service pour l'accompagner jusqu'au train et jusqu'à sa place dans le train. Et à l'inverse, une fois arrivé à Paris, il y avait aussi la difficulté d'accéder jusqu'au service de taxi ou de transport. Et tout était à la bonne volonté des individus à la SNCF qui prenaient en charge cette période de transition, enfin ce passage de transition entre le transport en train et le transport en ville. Or, c'est évident que l'accessibilité joue un rôle essentiel dans la participation des personnes. D'une déficience, les personnes vont subir un handicap quand elles ne peuvent pas participer aux différentes activités de la vie courante. Donc les transports empêchent d'occuper certaines fonctions dans l'emploi du fait des limitations d'accessibilité. Si un bâtiment public ou une entreprise n'est pas accessible de la même façon, les personnes ne pourront pas se rendre sur le lieu de travail ou auront des contraintes dans leur activité et éventuellement devront se limiter à du télétravail avec toute la question de la séparation de la communauté de travail que cela pose et que Anne a déjà abordé. La diffusion de l'information aussi sera limitée si, en absence d'accessibilité universelle, on a parlé des sites web notamment. D'autres obstacles se posent comme les attitudes, les croyances, la stigmatisation qui fait que les personnes sont perçues d'une certaine façon et du coup subissent l'exclusion indépendamment des technologies. On peut penser par exemple à des pratiques discriminatoires dans l'entreprise ou simplement la perception que remplir l'obligation de quota de la loi française est en fait l'unique raison pour laquelle une personne handicapée est embauchée et non pas la prise en compte de leurs compétences ou la reconnaissance de leurs compétences. L'accès limité aux moyens de compensation individuels comme les aides techniques et l'assistance personnelle vont aussi exclure les personnes d'un certain nombre de possibilités d'activités, d'emplois culturels et autres. Enfin, en pratique, la difficulté d'obtenir des aménagements raisonnables dans l'entreprise vont aussi limiter les possibilités de maintien dans l'emploi, d'évolution de carrière et de promotion. Alors, ce qui permettrait de renforcer le rôle des innovations technologiques en faveur de l'inclusion, c'est évidemment une conception universelle, c'est-à-dire considérer que le handicap, encore une fois, fait partie de l'expérience humaine comme d'autres caractéristiques, d'autres identités, diraient les sociologues, des individus. Et donc il faut concevoir les innovations pour tous, favoriser l'égalité de traitement, lutter contre toutes les solutions, en utilisant des solutions non ségrégationnistes, par exemple, dans les transports en France, depuis une révision de la stratégie, de la philosophie de l'inclusion, l'idée, par exemple, de bus à plancher bas au lieu de plateformes qui permettaient auparavant uniquement la mobilité, enfin l'accès, des personnes en fauteuil. L'utilisation de bus à plancher bas permet de rendre accessibles les transports aux personnes avec des poussettes, aux personnes plus âgées ayant des difficultés à marcher, etc. Donc, une idée donc de rendre ces innovations techniques valables pour l'ensemble de la collectivité. On pense aussi, par exemple, aux ascenseurs,
en libre service, dont l'accessibilité répond aux besoins des personnes en fauteuil roulant, mais également, encore une fois, aux voyageurs avec des bagages, des personnes transportant des charges lourdes, encore une fois, des personnes avec poussette. En général, elles utilisent un fonctionnement autonome, avec des commandes simples, intuitives, à une hauteur accessible, avec des commandes tactiles ou vocales, pour les personnes malvoyantes. Elles ont aussi davantage de meilleures normes de sécurité, avec des dispositifs de verrouillage, des capteurs, des systèmes d'alarme en cas de panne qui évitent pour tous des situations qui peuvent s'avérer difficiles. On les trouve dans les espaces publics de plus en plus, aussi bien les gares, les métros, mais aussi les centres commerciaux, les bâtiments administratifs et dans les hôtels en zone touristique. L'idée donc que l'innovation technique puisse servir à tous et être intégrée systématiquement dans cette idée d'inclusion universelle ne retire pas l'importance de l'appui humain. J'ai donné l'exemple de cette personne qui voyageait en TGV et qui donc dépendait aussi du service humain que l'organisation, enfin que la SNCF pouvait produire, mais d'autres appuis humains restent essentiels. Par exemple, dans le cadre de l'emploi, le rôle du référent handicap est un acteur essentiel pour favoriser le maintien, l'intégration, l'inclusion dans l'équipe, puisqu'il fournit à la fois des informations et des conseils aux salariés handicapés, mais il coordonne aussi l'intervention avec les partenaires internes et externes dans l'entreprise pour la mise en œuvre des politiques du handicap. Il accompagne les salariés handicapés à la fois dans leur recherche d'emploi, dans leur reclassement. Il garantit l'accessibilité, ou il contribue à garantir l'accessibilité des lieux de travail et les aménagements raisonnables. Et pourtant, cette fonction de référent handicap rencontre toujours des contraintes, des défis. Dans l'entreprise, il y a un manque de ressources, un manque de temps pour exercer correctement leurs fonctions. Ils ne sont toujours pas formés suffisamment aux questions liées au handicap, notamment toutes les questions autour des droits et des options d'aménagement. Et il manque de reconnaissance souvent et de soutien de la part des employeurs et des collègues. Et donc, une fois encore, l'innovation technologique permettrait une inclusion universelle si elle est à la fois pensée globalement, mais aussi si elle s'associe à un appui humain. Alors, l'accessibilité universelle va aussi bénéficier à la population en général, avec l'idée donc de solutions intégrées qui remplacent des solutions spécialisées. On a parlé des bus juste auparavant, mais aussi une conception universelle qui crée des produits et des environnements utilisables par tous, quelles que soient les capacités individuelles, quelle que soit l'éventualité d'une incapacité, et des principes qui s'appliquent à une large gamme de produits, de services. On a parlé des sites web, des applications mobiles, mais également l'accessibilité des bâtiments, des systèmes de transport. L'avantage pour tous, au-delà des questions de déficience, est effectivement l'idée de conception universelle qui permettrait donc de bénéficier à tous. On pense par exemple aux fonctionnalités comme les sous-titres sur les vidéos, les tailles de police ajustables sur les sites web qui sont utiles aux personnes ayant des troubles de l'audition ou de la vision, mais peuvent aussi aider à apprendre une nouvelle langue, permettre d'améliorer les compétences en lecture ou simplement permettre l'accès à l'information dans un environnement bruyant. Donc, l'idée d'un progrès technologique qui rende l'accessibilité utile à tous permettrait justement de surmonter
les réticences liées au coût, liées à la nécessité de transformer la façon de concevoir l'approche de l'innovation, soit en la rendant spécifique aux personnes handicapées, soit en la faisant dans un but par exemple de vente ou de commercialisation, qui oublie les besoins spécifiques des personnes ayant des déficiences. Ben voilà, en gros. Donc je vais conclure par une troisième partie qui essaie de voir comment ces éléments que nous avons soulignés peuvent être améliorés pour que convergent plus souvent l'innovation et l'inclusion. Il y a deux leviers principaux, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on aurait pu évoquer, mais on souhaitait évoquer deux leviers principaux. La volonté de mobilisation gouvernementale accrue pour l'accessibilité d'une part, et d'autre part le recours accru, le recours indispensable au co-design et aux approches participatives. Je l'ai passé. Ah, je l'ai passé, oui. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est vrai que le gouvernement est souvent interpellé sur le fait que la loi de 1975 avait promis une accessibilité à un horizon que nous avons déjà dépassé. Et de la même manière, la loi de 2005 a fait aussi un certain nombre de promesses qui ne sont pas atteintes. La volonté de monter en puissance s'est traduite récemment. Oui, comme j'ai... je disais donc que la volonté de mobilisation gouvernementale autour de l'accessibilité s'est accrue récemment suite au constat que les progrès qui étaient attendus depuis les lois de 1975 et de 2005 n'avaient pas été atteints par la décision du comité interministériel du handicap d'octobre 2022 de créer une délégation interministérielle à l'accessibilité, donc un référent nommément désigné de cette mission spécifique de mise en accessibilité de l'environnement quotidien de tout un chacun. Cette déléguée, c'est une femme, donc pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, cette déléguée interministérielle à l'accessibilité, ses priorités à l'heure actuelle, c'est la mise en œuvre des agendas d'accessibilité programmés qui concernent les établissements recevant du public. C'est évidemment décisif que tout un chacun puisse accéder aux établissements recevant le public. Une seconde priorité, c'est les schémas d'accessibilité programmés dans les transports. Et tous les points qu'a évoqué Jean-François, parce qu'évidemment, le transport, c'est la condition d'accès à l'emploi, c'est la condition d'accès à l'école, c'est la condition d'accès à l'ensemble de l'offre d'une société. Et par ailleurs, la délégation interministérielle s'est focalisée également sur les obligations d'accessibilité numérique et téléphonique des organismes publics et privés. Et un des premiers chantiers actuels, c'est la préparation du déploiement de la solution universelle de l'accessibilité téléphonique qui est copilotée avec la Direction générale des entreprises. L'objectif étant de permettre l'accessibilité téléphonique pour tous les citoyens dans l'ensemble des circonstances. C'est évidemment un booster, un élément intéressant. Il est vraisemblable également que ce 20e anniversaire de la loi de 2005 et le 50e anniversaire de la loi de 1975 impose au pouvoir public, je dirais, de remettre un élan supplémentaire. Bon, il est clair malheureusement que le contexte financier, budgétaire actuel, tant des finances de l'État que de la sécurité sociale, n'est pas extrêmement porteur, mais néanmoins on sait bien que ce sont des enjeux majeurs sur lesquels il faut continuer à investir. Alors, les pouvoirs publics ont évidemment un rôle tout à fait important, c'est indéniable. On ne peut pas nier pour autant la responsabilité également de l'ensemble des acteurs privés, les industriels qui conçoivent des innovations, ou l'ensemble des acteurs qui doivent penser à l'accessibilité d'une salle de conférence, l'accessibilité d'un commerce, etc. Enfin, voilà, il y a évidemment une responsabilité publique, mais des bons réflexes individuels ne sont pas inutiles non plus, c'est important de le dire. Donc, des progrès ont été accomplis, mais Jean-François le soulignait à l'instant, il y a encore beaucoup de progrès nécessaires qui sont indispensables en matière d'inclusion. La France est régulièrement interpellée par le comité de suivi de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, donc au niveau des Nations Unies, qui épingle régulièrement les insuffisances de l'inclusion, notamment
en milieu scolaire. Et c'est donc voilà, un point de faiblesse qui est indéniable malgré les ambitions des politiques françaises. Un rapport récent du défenseur des droits français, puisque le défenseur des droits est responsable du suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des personnes handicapées au niveau national. Ce rapport du défenseur des droits est également très critique, en particulier sur les questions d'accessibilité, mais aussi sur l'insuffisance de la compensation que je décrivais tout à l'heure à propos des fauteuils roulants dont les plus satisfaisants ne sont pas financièrement accessibles aisément pour les personnes. Et donc le rapport du défenseur des droits était assez cinglant sur ces différents points. Donc j'insisterai pas, enfin, c'est une évidence, il faut monter en puissance sur ces sujets. Ce qui est important également, c'est un point qu'on souligne moins souvent, et j'ai eu l'occasion de travailler sur la participation citoyenne dans un précédent rapport avec deux collègues sur la participation citoyenne aux politiques de solidarité. Il est clair que pour que la société évolue, que pour que les innovations répondent mieux aux besoins des personnes handicapées, il faut monter en puissance sur la dimension participative, tant d'élaboration des politiques que de la conception des produits, des services et des technologies. En 1975, dans le cadre de la première grande loi sur le handicap, un conseil national consultatif pour les personnes handicapées a été créé, le CNCPH, qui est toujours actif, dont le rôle est notamment d'émettre des avis sur les textes liés au handicap. Mais ce CNCPH, qui pour la première fois d'ailleurs présidé par une personne en situation de handicap, précédemment c'était plutôt des hommes ou des femmes politiques, Jérémy Borroy est le premier président atteint d'un déficit auditif à diriger le CNCPH, ce qui a sans doute expliqué qu'il souhaitait une réforme récente assez ambitieuse et assez stimulante pour les pouvoirs publics. Et le CNCPH notamment revendique non seulement de s'occuper des textes législatifs et réglementaires qui traitent du handicap, mais souhaite plus largement avoir un regard sur l'ensemble de la législation qui traite de la vie quotidienne de l'ensemble des Français, et ceci avec le prisme du handicap et de l'accessibilité. Il y a un rapport qui a été remis récemment, une mission gouvernementale sur la pleine citoyenneté des personnes handicapées, qui était coécrite par Karine Radian, qui est une personne en situation de handicap, et par Monsieur Michels, qui était un parlementaire, qui disait qu'associer les personnes handicapées à la co-construction des politiques publiques qui les concernent revient à leur conférer toute légitimité à participer à l'ensemble des politiques publiques et pas seulement à la politique handicap, dont le périmètre restreint découle des lois sur le handicap d'avant 2005. Et donc l'idée, c'est bien que les personnes handicapées doivent pouvoir porter leur regard sur l'ensemble des dispositions législatives qui impactent leur quotidien, la loi Elan dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi l'ensemble des lois sur la vie politique, par exemple. Or, à ce stade, les administrations n'ont encore aucune obligation de soumettre au CNCPH des textes, sauf les décrets d'application de la loi 2005, qui concerne précisément le handicap. Il y avait pourtant eu une circulaire du Premier ministre en 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi, qui rappelait que des dispositions spécifiques aux personnes en situation de handicap ont vocation à figurer dans l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires, et que donc ces textes doivent s'inscrire avec la philosophie globale de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, compréhension, inclusion, accessibilité. Cette instruction prévoyait une fiche diagnostic handicap pour chacun des textes de loi. Je dois vous avouer que malheureusement, ces fiches sont assez rarement produites. Voici pour les textes qui évidemment conditionnent la façon dont l'ensemble des acteurs privés et publics se comportent pour garantir l'inclusion et l'accessibilité. Mais c'est important aussi d'insister sur les notions de co-design. Le co-design, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans l'ensemble des politiques sociales pour que les personnes soient associées à l'élaboration des services, mais aussi à l'élaboration des innovations technologiques qui les concernent ou qui d'ailleurs ne les concernent pas. Ça permet de répondre à des vrais besoins. Les personnes handicapées déplorent souvent que des personnes aient imaginé pour elles des technologies qui finalement ne répondent pas à leurs priorités, ni ne répondent vraiment à leurs besoins parce qu'elles n'ont pas été consultées. Et d'autre part, enfin, voilà, elles peuvent exprimer des attentes, des besoins qui ne sont pas forcément envisagés par des ingénieurs qui ne connaîtraient pas le public handicapé. Donc c'est très important d'envisager le co-design, évidemment, pour les technologies, les aides techniques destinées aux personnes handicapées, mais c'est important aussi de penser
des nouvelles technologies avec un regard de personnes handicapées. Il y avait un exemple assez amusant, c'est pas vraiment le cas, mais qui était évoqué à propos des nouvelles automobiles sans conducteur. Conduites par l'intelligence artificielle, vous savez, c'est le modèle qu'on est en train de concevoir, des voitures sans conducteur. Et en fait, on s'est rendu compte que si une personne handicapée passait devant cette voiture, elle était quasiment sûre d'être écrasée. Parce que l'intelligence artificielle n'avait pas intégré le fait qu'une personne handicapée n'a pas la même vitesse de déplacement qu'une personne normalement mobile. Et donc, on s'est rendu compte que, voilà, si la prise en compte du handicap n'est pas intégrée, y compris à des innovations qui ne visent pas le public handicapé, on pouvait avoir des gros soucis. Et en l'occurrence, voilà, une partie des déficiences du public handicapé n'étaient pas intégrées dans ces nouvelles technologies et que ça pouvait évidemment être très dangereux. C'est pourquoi nous souhaitions conclure sur l'idée que la participation est évidemment une finalité des grandes lois, c'est une finalité de l'innovation technologique au service du handicap, mais ça doit aussi être un moyen pour conforter l'inclusion grâce à la participation et au co-design qui sont des éléments absolument décisifs pour que l'ensemble de la société évolue dans un sens qui soit compatible avec l'inclusion et l'accessibilité. Voilà. Alors, vous avez des questions. Moi, je vais peut-être commencer avec une... Alors, c'est intéressant parce que je vois beaucoup de parallèles avec des progrès qui ont été faits aussi dans le domaine de certaines maladies avec lesquelles je travaillais, des associations de patients maintenant, l'obligation de les impliquer dans beaucoup d'étapes, y compris même, alors c'est pas une obligation, mais une demande, une incitation forte à les impliquer dans la rédaction des protocoles de recherche. Donc les questions que l'on adresse dans nos protocoles de recherche, on parle du diabète, du VIH ou d'autres, prennent en compte aussi les besoins et les attentes des populations touchées. Il y avait un domaine qui m'intéressait, qui était celui finalement de la difficulté du coût de l'innovation technologique, parce qu'on va se retrouver quand même avec des progrès immenses, mais un risque en termes d'accessibilité qui va être de plus en plus criant. Dans le domaine dans lequel je travaille, voilà, vous avez été directrice de l'INCa et vous savez aujourd'hui le coût des anticorps monoclonaux pour le cancer avec des traitements à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an à vie, avec des gens qui heureusement peuvent survivre grâce à ces traitements, mais comment les systèmes de santé vont pouvoir prendre en charge ces coûts qui deviennent vraiment prohibitifs. Et je voyais une des façons qui, dans le domaine des vaccins par exemple, qui aujourd'hui est utilisée, est de financer beaucoup le coût de la recherche par le pouvoir public, en demandant en revanche que le produit après puisse être mis à disposition à des prix abordables, parce que les coûts de développement ont été pris en charge par quelquefois des partenariats publics-privés. Un exemple récent sur le vaccin Covid, par exemple, le fait que les vaccins aient été financés par l'argent public ont permis que leur coût soit 10 fois inférieur à celui qui était attendu de l'industriel. Ou alors, on peut garantir pour des maladies sur lesquelles il n'y a pas de marché, sur des vaccins de maladies tropicales, par exemple, on sait que les pays qui devraient en bénéficier ne sont pas en capacité de payer pour, on achète des quantités à l'avance aux fabricants, on lui dit, on vous garantit 100 000 doses ou 1 million de doses payées par l'Organisation mondiale de la santé ou l'équivalent, pour les inciter à produire. Alors, je ne sais pas si ce type d'approche où on paye finalement les coûts de développement en partie en demandant de garantir un prix accessible, ce sont des choses utilisées dans les innovations technologiques que vous voyez se profiler. Alors, c'est pas posé comme tel, quoique la Haute Autorité de Santé soit aussi compétente pour les médicaments comme pour les dispositifs médicaux, et un fauteuil roulant, par exemple, c'est un dispositif médical. Donc, elle est bien dans cette logique de réflexion sur les coûts, sur les prix. Il est clair que la solvabilisation croissante par la puissance publique, par exemple, des fauteuils roulants, doit permettre des échanges avec les industriels pour des négociations autour de la modération du coût, puisque, effectivement, si les fauteuils sophistiqués sont de mieux en mieux remboursés, ça
rapportera un marché supplémentaire aux industriels. Donc il y a des possibilités de négociation sur une maîtrise des coûts. Donc voilà, c'est des dispositifs moins développés que dans le cas du médicament, évidemment, mais c'est des enjeux tout à fait similaires, en effet, que cette nécessité d'avoir des jeux gagnant-gagnant. Je solvabilise une partie de la demande, mais vous faites des efforts de coûts. Où effectivement une partie de la recherche peut également être portée par des acteurs publics, et là encore dans le cadre de partenariat public-privé on peut trouver des deals, mais c'est moins formalisé que dans le cadre des produits de santé. Une présentation. Il me semble quand même important de rappeler quelques chiffres, parce que je suis économiste. 80% des handicaps sont invisibles. Donc effectivement, quand on parle de site internet et d'accessibilité physique, on est loin du compte de l'inclusion sociale, puisque ça n'inclut pas les fameux 80% qui n'ont pas de problème pour se déplacer, mais qui ont d'autres types de handicap. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez fait exprès de les laisser de côté, ou est-ce que c'est des choses qui vous semblaient importantes à traiter? 80%, ça me semble beaucoup. Ça dépend ce que vous mettez dans le handicap invisible. Quand on pense par exemple à l'autisme, qui est plus ou moins visible, ça dépend de quel autisme on parle. Il est clair qu'une partie de ces technologies sont importantes. On parlait de la communication alternative, par exemple, qui est extrêmement intéressante dans ce cadre-là. Alors ensuite, quand on parle de handicap psychique, c'est vrai que les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, et que les enjeux d'innovation ne sont pas sont moins aigus. On est sur d'autres types d'enjeux d'accessibilité, d'adaptation, d'accompagnement, puisque Jean-François a à juste titre insisté sur l'accompagnement en matière de handicap psychique. Il y a effectivement des dispositifs qui ont été mis en œuvre d'accompagnement dans l'emploi des personnes ayant des troubles mentaux pour que leur faciliter, je dirais, la vie quotidienne. Donc c'est pour ça que ce sujet de l'innovation nous a amené évidemment à focaliser sur la dimension technologique, mais vous avez raison de souligner qu'en matière de santé mentale, d'autres dispositifs sont importants, l'appui humain d'une part, et puis ensuite l'évolution du regard sur la maladie, sur le handicap invisible. Mais c'est vrai que voilà, on est parti de cet angle de l'innovation. Je dirais que les problématiques sont pas tout à fait les mêmes en termes d'innovation technologique du côté du handicap psychique ou mental. Oui, les handicaps sensoriels. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions, donc j'essaie de respecter l'ordre de lever les mains, et ensuite vous avez votre micro pour qu'on puisse entendre pour les personnes qui sont en ligne, s'il vous plaît. Dernière question. Non, je voulais juste faire référence par exemple à certains blocages qui ne concernent pas seulement le handicap invisible, mais dans le cas par exemple de l'accessibilité physique. Prenons l'exemple de la ville de Paris. Donc je sais de source sûre que le budget est là pour rendre les commerces, notamment les commerces de proximité, accessibles. Seulement il n'y a pas d'initiative de la part des petits commerçants pour effectuer les travaux. Donc moi je voulais juste mettre en avant le blocage de mentalité globale. Effectivement, vous avez fait un peu référence quand on parle d'accessibilité universelle, mais concrètement, ça revient à ça. Et pour finir sur une note un peu plus anecdotique, moi j'ai l'impression qu'on discute, qu'on est un peu en arrière, c'est un débat un peu anachronique, ça revient à discuter de la possibilité d'avoir l'eau à l'intérieur de la maison ou bien les toilettes, sans un changement de mentalité sur l'importance de l'hygiène pour tout le monde. Je veux dire, on n'aura jamais eu l'eau et les toilettes chez nous. Mais enfin, vous avez raison, mais on est potentiellement, enfin, plus vous favorisez l'accessibilité, plus vous changez le regard. Et effectivement, la question du handicap invisible, elle est souvent moins connue, et donc c'est important de donner une vision complète de ce qu'est le handicap pour que l'ensemble du grand public et les commerçants que vous évoquez modifient leur attitude. C'est pour ça qu'on insistait sur le fait qu'on est certes sur une responsabilité des pouvoirs publics, mais pas uniquement. Enfin, le regard de tout un chacun, dans une démocratie, il ne dépend pas uniquement des pouvoirs publics, fort heureusement. Donc moi, en tant que chercheur dans le domaine et parent d'enfants handicapés, d'abord, je ne partage pas du tout votre optimisme à la fin sur les
Ah non, non, c'était... Le dernier signal où il n'y avait pas de ministre du handicap était assez visible là-dessus, mais on ne va pas polémiquer. Sur le handicap invisible, il y a aussi un gros problème, il y a un gros problème de diagnostic, notamment chez les enfants, parce que certes, la loi de 2005 a mis l'inclusion scolaire au centre, mais dans les faits, cette inclusion scolaire, elle est très 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 compliquée. Sans parler des aides humaines avec le manque crucial AVS formés, mais même le nombre d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués et qui pourraient très bien réussir, dont la scolarité va être gâchée parce qu'il n'y a pas ces diagnostics, et même quand il y a les diagnostics et les dossiers de prise en charge qui ne sont souvent pas appliqués, difficilement appliqués, là, il y a un vrai travail, il y a des vraies questions, à mon avis, sociétales à se poser. Toutes les études récentes, il y a eu encore des collègues avec la Cour des comptes qui ont fait une étude sur les stéréotypes, montrent qu'en plus, de toute façon, il y a un biais énorme de la façon de percevoir les personnes en situation de handicap, et encore plus les enfants en situation de handicap, où à l'école, c'est quand même souvent associé à une compétence. Même dans les personnes qui se prétendent très investies dans la gestion du handicap. Donc ça c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut soulever. Et le handicap invisible, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que l'autisme. Non, bah, bien sûr. Il y a les handicaps sensoriels également. Ouais. Après, il y a un point, alors c'est peut-être vu dans la présentation, vous avez beaucoup insisté sur l'inclusion, qui nous paraît très bien. Pas du tout sur la remédiation et la rééducation. Et je pense qu'au niveau des aides techniques, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui au niveau de la rééducation. Alors parfois ça va aussi avec des technologies d'inclusion, quand on arrive à des exosquelettes par exemple qui sont un peu plus modernes que le simple fauteuil. Là-dessus, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et un dernier point sur lequel j'aimerais bien aussi, parce que vous avez eu parfaitement raison de mettre en avant le fait que tout ce qui est produit pour aider les personnes en situation de handicap profite à toute la société, mais on peut même aller plus loin. Il y a un vrai problème éthique qui se pose, parce que parfois on est capable de corriger plus que le handicap. Je pense notamment aux prothèses auditives et aux implants qui peuvent aller avec. On est tout à fait capable de donner une plus grande longueur d'onde que celle qui est entendable par une main lambda. Voilà, ça pose aussi des problèmes éthiques liés à l'humain augmenté, qui vont plus loin que le handicap, et qui, à mon avis, dans une problématique de recherche sur les technologies, méritent d'être vraiment utilisés. Peut-être juste une première réponse, et je laisserai Jean-François répondre sur les enjeux plutôt d'accessibilité, de philosophie. On est entré par une porte étroite. Voilà, c'était le cycle des inventions au départ. On est parti sur innovation et handicap. Évidemment, on n'a pas balayé l'ensemble des politiques du handicap. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la politique, sur le diagnostic. Enfin, évidemment, mais là on est... S'il avait fallu vous parler du handicap, nous serions là au moins jusqu'à demain matin. Donc voilà, on a pris un objet assez ciblé. Sur l'optimisme, non, c'était... Enfin, je vous le dis clairement, il est clair que la France est régulièrement mise en cause sur les limites de ses politiques en matière de handicap, accessibilité, compensation. Donc c'était simplement pour signaler quand même qu'il y a cette démarche je dirais, de volonté de monter en puissance sur l'accessibilité, mais on est loin du but, il n'y a pas de doute. On a pris l'approche de l'innovation technologique et non pas l'innovation sociale. On peut toujours se poser la question de la capacité des sociétés à être plus inclusives. C'est un travail de longue haleine dont les législations n'ont pas permis de mener les changements souhaitables. Pour avoir travaillé sur la stigmatisation dans les pays pauvres des personnes handicapées, quelle que soit la culture et l'organisation sociale, il y a une exclusion par les comportements des personnes handicapées qu'on observe dans toutes les cultures, et changer les mentalités prend 1, 2, 3 générations. Je n'ai vu aucune innovation technologique qui ait permis de le faire. Et c'est un travail
des citoyens, des associations. Et ce qui a bougé dans les pays développés, c'est la lutte du mouvement des associations de personnes, de parents et d'amis de personnes handicapées depuis les années 70, le Nothing About Us Without Us, sur le modèle d'ailleurs de la lutte des Noirs américains pour les droits civils qui a permis un certain nombre d'évolutions. Aujourd'hui, est-ce que il y a cette volonté de la société civile de se battre pour révolutionner tout ça? C'est on fait une autre conférence là-dessus et on étudie, on regarde le regard des sociologues croisés là-dessus, mais c'était pas du tout vraiment l'angle d'attaque. Mais un manque, je le reconnais. Alors, c'est clair que cette volonté d'inclusion, elle doit être celle du pouvoir public, elle doit être celle de chacun des individus. Il y a des tout petits progrès, il me semble, dans la représentation des personnes handicapées depuis quelques années, avec effectivement, y compris, vous le savez, au cinéma, dans les médias, je dirais une image un peu moins exceptionnelle de la personne handicapée qui peut contribuer à un changement du regard, mais on est évidemment sur des temporalités longues qui passent par l'éducation, par un certain nombre d'éléments. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas prétendu embrasser l'ensemble des sujets du handicap ce soir. Merci pour cette présentation. Là, je vais 2 secondes revenir sur les 80%, qui est un chiffre qui existe et qui est très présent. Mais effectivement, il y a énormément d'handicaps physiques qui sont invisibles. Oui. La sclérose en plaques, la lombalgie chronique, tout ça, qui font que c'est des invisibilités et qui sont beaucoup plus présents que le handicap en fauteuil, qui est un handicap visible. Voilà. Moi, je trouve intéressant le titre « L'innovation au service du handicap ». Et en fait, quand on travaille sur la créativité, la démarche d'innovation aussi, la contrainte crée la créativité. Et donc le handicap au service de l'innovation peut être quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Et en fait, de plus en plus, on pousse, moi je travaille dans le domaine de la santé à notre taille, sur les projets, on cherche à intégrer des patients dans les projets de santé et dans la réflexion autour des soins. Et je sais que j'ai entendu hier soir que l'Europe, sur le développement de produits de santé, allait forcer et obliger la présence de patients dans les projets. Projet de recherche, oui. Du coup, a priori, ça devrait arriver en France prochainement aussi derrière. Et donc, du coup, le fait de faire ça partout, en fait, pas que sur les projets de santé, mais sur les projets de la ville, sur les projets... Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, qui est réfléchi? Alors, j'imagine que c'est le principe trop peu respecté du diagnostic handicap avant tout projet de loi, mais est-ce que justement c'est quelque chose sur lequel l'État réfléchit, vous avez... Alors, peut-être juste, pardonnez-moi, je conclue juste sur les 80%. Enfin, 80%, ça ne veut pas dire 80% des gens qui n'ont pas besoin d'être techniques. Enfin, quand on parle des déficits sensoriels, des déficits visuels, des déficits psychiques, en partie, ils bénéficient des aides techniques. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas forcément on ne parle pas uniquement du handicap moteur. Enfin, on a essayé de faire attention précisément à ne pas parler que du handicap moteur. Sur la question de la participation, enfin, j'ai récemment produit un rapport avec des collègues sur la participation citoyenne aux politiques de solidarité. Il est clair que c'est un mouvement en progrès. C'est vrai dans le champ de la santé, parce que la démocratie sanitaire, elle est plus mature que ne le sont les participations dans le champ des politiques de solidarité. Et c'est vrai que dans le cas de la démocratie sanitaire, enfin, l'idée que des protocoles de recherche clinique incluent des patients est de plus en plus fréquente. Il y a une université des patients qui fait en sorte qu'il y ait des patients experts, des personnes qui contribuent à l'évolution du système de soins, à l'évolution de la recherche, qui soient des pairs aidants pour des personnes malades, et ça existe aussi évidemment de plus en plus dans le champ du handicap. Donc la question de la participation, c'est effectivement un sujet dont nous avons noté qui montait en puissance plutôt au niveau local
qu'au niveau national. Et ça vaut sur les politiques du handicap avec, par exemple, des comités d'usagers de personnes handicapées auprès des MDPH ou auprès des conseils départementaux qui ont un rôle majeur dans le champ des politiques du handicap. Et c'est vrai que voilà, par exemple dans le cas de la stratégie de lutte contre la pauvreté, si on sort du champ du handicap, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté avait en 2019 je crois, préconisé que dans chacun des groupes de travail qui élaboraient ou mettaient en œuvre la stratégie de lutte contre la pauvreté, il y ait 50% de personnes issues de la pauvreté, ce qui est le cas à l'heure actuelle au Conseil national de lutte contre l'exclusion, puisque 50% des représentants au sein du Conseil national de lutte contre l'exclusion sont des personnes issues de la pauvreté, ce qui, je rencontrais récemment le président de ce conseil, qui expliquait que ils ont travaillé sur la transition écologique et sur le lien entre enjeux sociaux et transition écologique. Et le fait qu'il y ait 50% de participants, de personnes qui étaient directement concernées, a été extrêmement porteur, utile dans la réflexion sur comment on concilie transition écologique et coûts sociaux, sachant que les plus vulnérables sont aussi ceux qui sont les plus touchés par la transition écologique, mais c'est aussi ceux qui ont le plus de mal à y répondre. Donc oui, ces enjeux de participation, ils jouent au niveau des politiques. Il y a eu par exemple des états généraux des maltraitances en 2023 qui ont impliqué beaucoup de personnes issues du handicap, issues du grand âge, issues de la pauvreté, issues de la protection de l'enfance, pour qu'ils participent à la définition de ce qu'étaient les maltraitances et à la définition des remèdes à ces maltraitances dans les établissements, mais aussi dans les familles, etc. Donc on est sur un mouvement qui est croissant au niveau national, européen également, comme vous le soulignez. Donc on est sur des dynamiques tout à fait intéressantes en termes de participation. Alors c'est pas gagné, parce que c'est vrai que ce qu'on notait dans notre rapport, c'est que la participation, elle est souvent un peu amateur encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de professionnalisme pour faire en sorte qu'elle soit vraiment effective et pas déceptive pour les participants. Mais c'est vrai que dans les déplacements de terrain qu'on a pu faire pour cette mission IGAS, on a vu beaucoup d'acteurs locaux qui innovent en matière de participation sur des sujets très micro, améliorer un service, améliorer une prestation, ou sur des sujets plus macro, adaptation de la ville au handicap et au vieillissement, ou évolution des politiques plus globales. Donc oui, c'est effectivement quelque chose de tout à fait porteur, et ça changera clairement le regard des professionnels, des politiques sur les politiques. Moi, je me rappelle, au moment où avait été évoqué le revenu universel d'activité, l'ensemble des personnes il y avait une démarche participative assez forte, et l'ensemble des acteurs publics avaient été vraiment percutés par ce qu'ils entendaient des participants. Parce que c'est vrai que, et ça c'est ce qu'on m'a aussi dit à la Haute Autorité de Santé à plusieurs reprises, c'est-à-dire quand vous faites participer des citoyens, eux se moquent de savoir que c'est le médecin bidule ou le spécialiste bidule qui va traiter ça. Ils veulent une vision globale de leur santé, de la même manière que les personnes handicapées se moquent de savoir si c'est l'État ou le conseil départemental qui va devoir répondre à telle ou telle de leurs préoccupations. Ils veulent qu'on réponde à leurs préoccupations. Donc la participation, c'est un facteur de décloisonnement très important entre acteurs publics, et c'est un aiguillon très important. Et je pense qu'en tant que médecin, enfin, on sait aussi que dans un protocole de recherche clinique, on se pose peut-être les questions différemment quand il y a des patients dans la salle. Bonjour, bonsoir. Moi, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question concernant, enfin, c'est pas une question, c'est plus une nouvelle approche concernant les discriminations des personnes handicapées à l'embauche. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être proposer des immersions professionnelles facilitées obligatoires pour les personnes handicapées dans le cadre d'un nouveau projet de loi? Alors pourquoi je propose cette nouvelle approche? C'est tout simplement parce qu'il y a des entreprises, et notamment des grands groupes, qui ne se voyaient pas du tout, ou qui ne songeaient pas à embaucher des personnes handicapées, ou ne voulaient pas. Mais un jour, effectivement, ça a été le cas, et depuis, il y en a eu 2, 3, 4 personnes qui ont été embauchées par la suite. Et c'est vrai que je pense qu'une immersion, parce qu'embaucher une personne, c'est toujours plus compliqué, notamment quand elle était handicapée, dans le cadre de notre société, mais peut-être que des immersions professionnelles facilitées, obligatoires pour les personnes handicapées, pourrait favoriser ensuite l'embauche de ces personnes handicapées.
Moi, je vais répondre juste sur l'aspect scientifique. Ce que l'on sait un peu par rapport à ce que vous dites sur le contact. Beaucoup d'études récentes ont montré que le contact humain, en fait, la mise en contact, le vivre ensemble, le travailler ensemble, aller à l'école ensemble, était ce qui faisait le plus bouger les mentalités et bouger plus vite, davantage que l'éducation toute seule. Donc un cours ou une conférence ou une présentation disant il faut accepter les personnes handicapées pour telle et telle raison rationnelle a beaucoup moins d'impact sur les mentalités, sur les mécanismes psychologiques que de vivre ensemble et d'expérimenter ensemble. Donc je dirais oui, sans doute, si c'était mis en place, cette obligation permettrait de se rendre compte qu'effectivement, il y a des compétences différentes, il y a un aiguillon d'innovation, de créativité, d'innovation, de changement d'approche de la collectivité de travail qui est utile et productif pour le collectif de travail, pour l'entreprise, pour ses bénéfices futurs, etc. Après, le côté obligation légale, étant ancien inspecteur du travail, je peux vous dire que tout ce qui est contrainte soulève des réactions d'hostilité, et après, le conflit se résout soit de façon diplomatique et négociée, soit de façon plus... avec une sanction. Alors il faut que les tribunaux suivent, enfin ça soulève plein d'autres questions. C'est pour ça qu'il y a une initiative qui avait été prise par Sophie Cluzel sur un modèle anglais, il me semble, qui s'appelle le Duo Day. Donc on n'est pas sur une obligation du tout, on est sur une démarche tout à fait volontaire. Je suis incapable de vous dire quelle a été sa portée, à quel point ça a été diffusion. L'idée du Duo Day, c'est que chacun d'entre nous puisse être accompagné pendant une journée de son travail par une personne handicapée dans l'ensemble de son activité professionnelle. Et donc c'est des choses qu'on peut juger anecdotiques, mais c'est vrai que quand la situation se présente, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Évidemment, vous voyez votre quotidien d'une autre manière, vous voyez la personne handicapée d'une autre manière. Mais voilà, on peut considérer que c'est de la com, mais en même temps, c'est vrai que chacune des personnes qui pendant toute une journée a vécu son quotidien professionnel avec une personne handicapée, lui a expliqué et a vécu les difficultés qui pourraient être la sienne, c'est effectivement des éléments de contact qui peuvent être porteurs. Et puis, je reviens sur le handicap invisible. C'est vrai que pour la maladie mentale, c'est vrai qu'en définitive, il y a parfois plus de personnes qu'on ne le pense qui sont présentes dans l'entreprise avec un handicap, puisqu'une partie d'entre elles ne demandent pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, puisqu'elles ne veulent pas être stigmatisées. Je pense à la schizophrénie ou à un certain nombre de maladies mentales, bipolaires, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais eu la notion que si une personne schizophrène décompense dans le milieu professionnel, il y aura un risque de rejet assez important, sauf s'il y a un accompagnement humain avec des professionnels qui effectivement expliquent ce qu'est la maladie, comment elle se caractérise et comment on peut malgré tout vivre avec, travailler avec, etc. Et s'il y a cet accompagnement humain, c'est vrai qu'on peut avoir des collectifs professionnels qui finalement deviennent solidaires au lieu d'être dans le rejet. Donc c'est vrai que c'est tout un enjeu à la fois de pédagogie, mais aussi d'accompagnement par des professionnels qualifiés. Et ensuite, c'est la question individuelle pour chacun de savoir si on déclare son handicap ou pas. Et si on contribue ou pas à faire évoluer les mentalités. C'est vrai aussi pour les malades du cancer, parce qu'effectivement, une bonne partie des personnes malades du cancer ne demandent pas la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, alors que ça faciliterait leur quotidien, mais avec la crainte de la stigmatisation. Donc voilà, il y a le contact, il est bilatéral. Pas de réponse sur ce point, désolé, c'est vrai que il y a des initiatives différentes, mais on a toujours un peu tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Je ne saurais pas vous dire exactement quels sont les pays qui sont les plus... Merci en tout cas énormément à Anne Dostin, Jean-François Gramy pour cet exposé très intéressant, et les enjeux évidemment sont considérables pour notre société. Je vous remercie de nouveau, merci au public d'être venu nombreux ce soir. Merci à tous.
Et merci aussi de revenir dans 15 jours, écouter Kevin Jean qui nous parlera du vélo, un potentiel inexploité pour la santé et pour le climat. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonsoir. Et à toutes.